Bonjour et bienvenue. Vous êtes en première année du bac et vous voulez avoir une bonne note au régional. J'ai conçu pour vous des activités variées qui visent à vous faciliter la tâche. Avec ou sans professeur, vous pouvez réaliser des exploits et décrocher une bonne note. Objectif que j'ai toujours atteint avec mes élèves. Alors, vous êtes entre de bonnes mains. Ensemble, nous allons réussir. Comme chacun sait, La boîte à merveilles est un roman autobiographique de l'écrivain marocain Ahmed Sfraoui. Alors, si on essaie d'examiner le titre, La boîte à merveilles, on peut constater qu'il s'agit d'une phrase nominale. Donc, il n'y a aucun verbe, c'est une phrase nominale. Et la boîte, justement, est le nom d'un objet. Voilà. Donc l'objet, c'est une boîte, mais c'est une boîte à merveille. Donc il se compose d'un nom, la boîte, et de son complément, à savoir à merveille. Donc la boîte à merveille, c'est à la fois le titre de l'œuvre, mais aussi le nom de l'objet que l'enfant Sidi Mohammed a l'habitude de euh, prendre pour un jouet et dans lequel donc il met des objets ordinaires que nous allons découvrir par la suite. Une question se pose. Qu'appelle-t-on la littérature marocaine de langue française? Et pourquoi certains écrivains comme Ahmed Sfaoui ont choisi d'écrire en français au lieu de l'arabe, la langue maternelle? Donc, qu'appelle-t-on la littérature marocaine de langue française? Donc, la littérature marocaine de langue française désigne l'ensemble des œuvres écrites en français par des Marocains qui ont choisi le français plutôt que l'arabe. Alors aujourd'hui, nous sommes à la 5e génération et des écrivains ont réussi à s'imposer et imposer leur art. On peut citer par exemple Taha Benjelloun en 1987 avec La Nuit sacrée, le prix Goncourt. On peut citer aussi Leila Slimani en 2016 avec Chanson douce. Et on peut citer aussi Fouad Laoui avec sa nouvelle Le pantalon de Dessouky. Alors, la première génération d'écrivains marocains qui ont choisi d'écrire en français comporte deux noms, à savoir Ahmed Sfaoui et Driss Charaibi. Pourquoi cette première génération d'écrivains ont décidé d'écrire en français? Deux raisons très importantes ont favorisé la naissance de cette littérature marocaine de langue française bien sûr au XXe siècle. Premièrement, il y a là le désir de réclamer une cohabitation entre la culture marocaine et la culture française. Je répète, alors la première raison qui a poussé la première génération d'écrivains à écrire en français, c'est tout d'abord pour réclamer une cohabitation entre la culture marocaine et la culture française. Il est tout à fait normal qu'avec la colonisation française du Maroc en 1912, il y a une nouvelle culture, c'est la culture française, qui s'est installée au Maroc et il a commencé à
s'épanouir, à s'étendre au détriment de la culture marocaine. Cette première génération d'écrivains marocains voulait demander que les deux cultures marocaine et française vivent côte à côte. C'est ça la cohabitation. Ce qui le montre, c'est la cohabitation de la langue française et de la langue arabe dans l'œuvre La boîte à merveille. Donc, l'œuvre est écrite en français, mais à l'intérieur de cette œuvre, on peut trouver énormément de mots arabes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est corriger l'image négative du Maroc et des Marocains dans la littérature coloniale. En d'autres termes, il y a des professeurs qui se sont installés au Maroc et ils ont commencé à écrire sur le Maroc et sur les Marocains, mais malheureusement, ils ont donné une image négative aussi bien du Maroc que des Marocains. Il était du devoir de cette première génération d'écrivains de montrer la vraie image de ce Maroc à travers leurs œuvres écrites. Donc, s'ils ont choisi d'écrire, c'est pas pour les Marocains, mais pour les Français, pour leur dire, attention, le Maroc est un pays qui a une histoire, un passé, une culture, une richesse culturelle. La biographie de Ahmed Sfawi. Donc, Ahmed Sfawi, comme vous le savez bien, est un écrivain marocain et donc il est indispensable de présenter brièvement l'histoire, la vie de cet écrivain. Donc, il est né en 1915 à Fès, de parents d'origine berbère. Il a fait l'école coranique, l'école française, puis le collège Moulay Idriss, et il est mort en 2004 à Rabat. Il a laissé 4 œuvres. On peut citer le chapelet d'ambre, le chapelet Huwa Tsbih, le chapelet d'ambre, et la boîte à merveilles écrite, donc c'est la deuxième œuvre, c'est la boîte à merveilles écrite en 1952 et publiée en 1954. Donc retenez ces deux dates. La date d'écriture c'est 1952, la date de publication c'est 1954. Vous avez la maison de servitude, vous avez le jardin des sortilèges. Dans la boîte à merveilles, le narrateur relate des souvenirs d'enfance à l'âge de 10 ans. Donc la boîte à merveilles revient sur une partie de l'enfance d'Ahmed Sfawi lorsqu'il avait 6 ans. Et bien sûr, l'œuvre ne s'étend pas sur toute l'année de 6 ans, mais tout simplement 3 saisons. Parce que dans l'œuvre, il y a d'un côté, on commence par l'été, on commence par l'hiver, le printemps et bien sûr l'histoire se termine par en été. Quand on parle de La boîte à merveilles, on dit que c'est un roman autobiographique. Et cette appellation mérite des explications. Qu'est-ce que c'est qu'un roman autobiographique au moment où certains qualifient ou bien considèrent La boîte à merveilles comme un roman, alors que d'autres le considèrent comme une autobiographie. Le roman autobiographique est un genre issu de la biographie et du roman traditionnel. Donc, on peut remarquer que le roman autobiographique vient à la fois de la biographie et du roman traditionnel. Donc, c'est un mélange de deux genres. La frontière entre les deux genres est mince et étanche, ce qui en découle un glissement entre les deux. Ça veut dire que la frontière entre le roman et
la biographie, elle est mince, et parfois on glisse vers le roman, et une autre fois on glisse vers la biographie. Entre le personnage et l'auteur, il peut y avoir une fusion ou bien une distance. Donc l'auteur, c'est parfois, il est le personnage, mais donc il y a une fusion, c'est rare, mais d'autres fois, on peut voir une nette différence entre le narrateur, entre l'auteur et le personnage. On assiste alors à un va-et-vient entre le point de vue de l'auteur narrateur adulte et celui du narrateur enfant. Donc, on change de point de vue, parfois c'est le narrateur adulte et une autre fois c'est le narrateur enfant. Se plongeant dans le passé permet à Ahmed Sfaoui de revivre des instants de sa vie et de porter un regard extérieur et réfléchi. Voilà l'objectif de Ahmed Sfaoui, c'est revoir son passé et lui porter un regard extérieur et réfléchi. Nous allons voir ça tout à l'heure, bien sûr. C'est une cure de jouvence pour sa solitude d'adulte. C'est une cure de joie pour sa solitude adulte. Bien sûr, l'œuvre commence par un constat qu'a fait l'auteur. Alors, l'auteur, en 1952, constate que chaque soir, il souffre de cette solitude et alors il doit faire un voyage dans le passé à la recherche d'explications à cette solitude et bien sûr revivre des moments heureux de cette enfance. Alors, il y a des gens qui considèrent ou bien qui croient que la boîte à merveilles c'est un roman et pour se justifier ils présentent des indices. Comme ils disent que dans la boîte à merveilles il y a le pronom personnel il. Alors dans la première page, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon dresser un piège pour attraper un moineau. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Deuxième indice, c'est la différence de nom. Alors l'auteur s'appelle Ahmed Sfaoui, alors que le narrateur personnage s'appelle Sidi Mohamed. Donc c'est pas le même nom. Troisième indice, la présence de la fiction. Vous allez me dire, où est-ce que vous avez vu la fiction? Je crois que nous avons des indices. Alors, logiquement, Ahmed Sfaoui a écrit La boîte à merveilles en 1952. Et dans cette œuvre, il voyage à l'âge de 6 ans. Donc, il avait 6 ans en 1921, ce qui signifie qu'il doit faire un voyage de 31 ans dans le passé pour nous raconter en détail ce qu'il a fait. Il est impossible de se rappeler dans les détails la succession des actions et des événements qu'il a vécus. Donc il est tout à fait normal qu'il y a la fiction. Et il l'avoue lui-même dans la page 247 lorsqu'il a dit « Installé sur les genoux de mon père, je lui racontais les événements qui avaient meublé notre vie pendant son absence. Je les racontais à ma façon, sans ordre, sans cette obéissance aveugle à la stricte vérité des faits. Et ce qui nous intéresse, c'est le verbe à venir. J'en inventais au besoin. Donc il y a des choses qui ont été ajoutées et qui ne sont pas réelles. Donc, je résume. Les gens qui disent que La boîte à merveilles est un roman présentent leurs arguments et leurs arguments sont tout à fait logiques. Parallèlement, d'autres voient que La boîte à merveilles c'est une autobiographie. Et si on leur demande pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse à considérer La boîte à merveilles comme une œuvre autobiographique, voilà ce qu'ils vont nous dire. Premièrement, il y a la dominance du pronom personnel.
je. Donc depuis le début jusqu'à la fin de l'œuvre, on peut remarquer la dominance de ce pronom personnel je qu'on trouve généralement dans l'autobiographie. Deuxième indice, c'est la grande ressemblance entre la vie de l'auteur et celle du narrateur. Alors, Ahmed Sfaoui est né dans la ville de Fès. Toute la boîte à merveilles parle de la ville de Fès. Ahmed Sfaoui a fréquenté l'école coranique. Sidi Mohamed fréquente l'école coranique. Ahmed Sfaoui est de parents d'origine berbère. Sidi Mohamed aussi a des parents d'origine berbère. Et en troisième indice, vous avez les lieux cités sont réels. Effectivement, dans l'œuvre, on retrouve des lieux qui existent toujours dans la ville de Fès, comme Moulay Idriss, Sidi Ahmed Tijani, Sidi Ali Bourel, Dev Nouala, etc. Ce sont des lieux qui existent toujours dans la ville de Fès. Donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la définition qu'on peut retenir du roman autobiographique? C'est tout simplement un récit à la première personne avec un auteur différent du narrateur personnage. Donc, si l'autobiographie se caractérise par l'auteur égal narrateur égal personnage, alors le roman autobiographique se caractérise par l'auteur différent, narrateur égal personnage. Le cadre et les personnages de l'œuvre. Le cadre et les personnages de l'œuvre, bien sûr. Alors, vous savez très bien que les événements ont eu lieu en 1921, quand l'auteur avait 6 ans. Donc, l'histoire racontée dans la boîte à merveilles s'est passée en 1921. Bien sûr, ça c'est le temps. Le lieu, c'est la vieille Médina d'Éphèse. Donc, le lieu, c'est le cadre général, c'est la vieille Médina d'Éphèse. Alors, l'auteur ne manque pas de citer beaucoup de lieux dans l'œuvre et bien sûr ces lieux sont cités parce ils ont été fréquentés par le narrateur. Donc il a cité tous les lieux que le narrateur a fréquentés. Bien sûr, vous avez Dar Shouafa, c'est la maison où il a habité. Vous avez le Msid, c'est l'école coranique qu'il fréquentait. C'est Sidi Ali Bourel, c'est le mausolée, le marabout qu'il va visiter avec sa mère et l'Aïcha. Vous avez le souk des bijoutiers où il accompagnera son père et sa mère pour acheter les bijoux et les bracelets. Vous avez la Qisariya où sa mère l'a emmené pour acheter les habits de la fête de la Ashura. Vous avez la maison de l'Aïcha qu'il fréquente très souvent. Et vous avez la maison de Sidi al-Arafi qu'il va fréquenter, qu'il va visiter avec sa mère et bien sûr Lella Aïcha. On passe aux personnages principaux. Bien sûr, le personnage principal reste Sidi Mohamed. Alors, comme vous le savez très bien, c'est un enfant de 6 ans qui fréquente le Msid avec d'autres camarades. Donc, il y a des noms qu'on connaît, comme Hamoussa, donc Hamoussa qui est Aziz Barada et Al-Yaqoubi, bien sûr, des camarades de classe. Alors, son père s'appelle Al-Muallim Abslam. Donc, c'est le père du narrateur, c'est un tisserand. Tisserand, ça veut dire qu'il fabrique les djellaba. Il est beau et responsable, il a la quarantaine. Donc, le Muallim Abslam a 40 ans. Vous avez Lella Zoubida, c'est la mère du narrateur. C'est une femme de 22 ans, mais elle aime paraître plus âgée. Donc, contrairement à toutes les femmes qui souhaitent paraître plus jeunes, Lella Zoubida aime paraître plus âgée. Vous avez Lella Aïcha. Alors, Lella Aïcha, c'est l'amie intime de Lella Zoubida.
donc elle connaît et se partage les secrets. Elle est la femme de Moulay Lavi. Donc, Aïcha, elle est la femme de Moulay Lavi. Vous avez le Fqih, c'est le maître de l'école coranique. Et vous avez, bien sûr, Kenza, c'est une voyante, c'est la voisine du rez-de-chaussée. Donc, elle habite la même maison que le narrateur, mais bien sûr au rez-de-chaussée. Vous avez Driss Laoued, donc c'est un fabricant de charrues. Il habite au premier étage de Dar Shouafa, et le mari de Rahma et le père de Zineb. Vous avez Rahma, une voisine de Lella Zoubida. Elle occupe le premier étage avec sa fille Zineb et son mari Driss Laoued. Vous avez Zineb, une fille de 7 ans. La fille, c'est la fille de Rahma et de Driss Laoued. Donc c'est une fille que le narrateur déteste et avec qui il aura des disputes. Vous avez Fatma al-Bziwiya, c'est la voisine de la Zoubida. Elle habite le même étage que la Zoubida, donc c'est la voisine d'en face. Elle est la femme de Halal. Et Halal, c'est un jardinier, bien sûr. Vous avez Moulay el-Arabi, c'est un babouchier, Blairi, donc les babouches, le Belra, babouchier, Blairi. Il est le mari de Lalla Aïcha, l'ami intime de Lalla Zoubida. Vous avez Lalla Aïcha, l'ami intime de Lalla Zoubida, elle est la femme de Moulay el-Arabi. Vous avez Sidi el-Arafi, c'est un voyant aveugle que le narrateur, sa mère et Lalla Aïcha vont visiter pour demander conseil. Donc c'est un voyant aveugle. Shawaf Ama. Vous avez Driss le Teigneux, c'est l'apprenti de Ma'allim Abdeslam, le Mut'allam dialo. Donc Abdeslam c'est un Ma'allim et Driss le Teigneux, un Mut'allam, ou le Teigneux, ça vient de la Taine Liya Tounia. Ça veut dire qu'il n'a pas de cheveux à la tête. Alors, comment se présente Dar Shouafa et pourquoi appelle-t-on cette maison Dar Shouafa? Donc, ce n'est pas une maison de la voyante, mais tout simplement parce qu'une voyante y habite. Donc, Dar Shouafa se présente comme ceci. Il y a le rez-de-chaussée occupé par Kenza, la voyante. Il y a le premier étage occupé par Driss Laoued, Rahma, sa femme, et leur fille Zineb. Alors le deuxième étage, il est habité par deux familles. D'un côté, il y a Ma'allim Abdeslam, sa femme Lalla Zoubida, et bien sûr leur enfant Sidi Mohammed. Et juste en face, il y a Lel, le jardinier, et il y a Fatma Bziwiya. Donc c'est comme ça que se présente la maison d'Al Shouafa. Dans la boîte à merveilles, Ahmed Sfaoui a traité beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets, comme... Alors, premièrement, il y a l'enfance. Le narrateur est un enfant de 6 ans. Il y a d'autres enfants qui sont cités dans l'œuvre, donc il y a le thème de l'enfance. Il y a le thème des souvenirs, puisque toute l'œuvre est un ensemble de souvenirs évoqués par le narrateur. Bien sûr, il y a le jeu. Énormément de jeux sont cités dans l'œuvre, y compris, bien sûr, la boîte à merveilles avec laquelle le narrateur a l'habitude de jouer. Vous avez la superstition est très présente dans l'œuvre comme elle était très présente dans la société marocaine à travers la visite des marabouts et des mausolées, mais aussi à travers la consultation des voyants et des voyantes, mais aussi à travers, bien sûr, des croyances. Par exemple, croire au mauvais œil lorsque Sidi Mohammed n'avait pas bien dormi.
Il y a le thème de la famille parce que il y a beaucoup de familles qui sont citées dans l'œuvre. Il y a le bon voisinage, donc entre les Zoubida et ses voisines. Vous avez la violence est très présente aussi dans l'œuvre. Vous avez la mort, surtout à travers l'histoire de la mort de Sidi Mohamed Ben Taha, le voisin. Vous avez l'amour. Sidi Mohamed est tombé amoureux de Zohra. Vous avez le travail, bien sûr, le Malem Islam va quitter sa famille pour aller travailler. Vous avez les coutumes et les traditions. On peut citer par exemple l'Ashura et d'autres coutumes et traditions citées. Vous avez l'amitié. On pense à l'amitié surtout entre les Zoubida et les Aïcha, mais aussi entre le narrateur et les objets de la boîte à merveille. Vous avez le rêve. Sidi Mohamed est un grand rêveur. Il a un penchant pour le rêve et l'imagination. Vous avez le bonheur. Bien sûr, tout le monde recherche le bonheur. Donc le bonheur est la quête de tout le monde. Vous avez la solitude. Sidi Mohamed souffre de la solitude. Vous avez la solidarité, surtout entre les voisines. Vous avez le mensonge, c'est vrai, les Zoubida a incité, a demandé à Sidi Mohamed de mentir. Vous avez l'envie, lorsque Fatma Bziouia a acheté la lampe à pétrole et par envie, les Zoubida a demandé à son mari de lui acheter une lampe pareille. Vous avez la médisance, c'est le loisir de l'El Zoubida et de l'El Aïcha, et vous avez la valeur du père dans la famille marocaine. Effectivement, l'absence de l'Malem Islam va faire penser le narrateur à l'importance et à la valeur du père dans la famille. Le schéma narratif. Comment se présente l'œuvre? Bien sûr, la boîte à merveilles se compose de 12 chapitres. Donc, la boîte à merveilles se compose de 12 chapitres. Et quand on parle de schéma narratif, on essaye de trouver les étapes de l'histoire. Et bien sûr, la première étape, c'est la situation initiale. Habituellement, la situation initiale se trouve dans le premier chapitre ou bien tout simplement dans les premières pages. Il y a une particularité dans la boîte à merveilles, c'est que la situation initiale va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Donc, c'est une situation qui s'étale sur 8 chapitres. Qu'est-ce qui caractérise cette situation initiale? Sidi Mohamed mène une vie paisible, calme, avec ses parents à Dabchouafa. Son temps est réparti entre le Msid et sa boîte à merveille. Ici, la boîte à merveille, c'est l'objet, bien sûr, avec lequel il joue. Donc, je répète, l'histoire commence par une situation initiale, mais une situation initiale très, très, très longue. Deuxième étape, c'est l'élément perturbateur. Quelque chose va perturber cette vie calme et tranquille du narrateur. Nous allons le vivre dans le chapitre 9. Quel est cet élément perturbateur? C'est la perte du capital. Donc le Malem Abslam a perdu son argent. Malem Abslam a perdu tout l'argent qu'il avait. C'est le capital bien sûr. Il a perdu dans le souk lorsqu'il a voulu changer de métier. Il n'est pas resté les bras croisés et donc tout de suite il a pris la décision d'agir, de partir travailler comme moissonneur. Donc les péripéties, c'est le départ pour la campagne. Donc il a décidé de travailler comme moissonneur aux environs de la ville. Donc le chapitre 9 comporte aussi bien l'élément perturbateur que les péripéties. Pourquoi? Parce que le père du narrateur n'a pas tardé à chercher une solution à la situation. Bien sûr, le dénouement, la solution, nous allons le vivre dans
le chapitre 12. C'est le retour du père. Donc, après un mois d'absence, le Ma'allim Abslam va retourner chez lui dans le dernier chapitre, le chapitre 12, et Sidi Mohammed, bien sûr, donc la situation finale, Sidi Mohammed retrouve sa vie normale, retrouve les amis de sa boîte. Donc le narrateur retrouve les amis, ses amis de la boîte à merveilles, et donc c'est la fin de l'histoire. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'œuvre comporte 3 saisons. Vous avez l'hiver dans les chapitres 1, 2 et 3. Vous avez le printemps dans les chapitres 4, 5, 6, 7. Et vous avez l'été dans les chapitres 8, 9, 10, 11 et 12.